Alors, dans quoi et où il fallait mettre son argent pour obtenir le meilleur rendement? C'est un peu, vous allez voir, une histoire des placements dont on va parler dans quelques instants, avec cette publication d'une étude qui fait foi, qui fait autorité, qui fait référence sur le sujet, le Global Investment Returns Edition, édition donc 2023, du Crédit Suisse. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Ôtez-moi d'un doute, comme dirait l'autre. Il y a une étude déjà sur Crédit Suisse, sur les gens qui ont plein de pognon. Oui, alors, il y a plein de choses, ça bosse sévère chez Crédit Suisse, et je pense que vous faites effectivement allusion à deux autres documents. Il y a le Global Wealth Data Book et le Global Wealth Report. Il a notamment été un petit peu sous les feux des projecteurs parce que je crois que notamment Oxfam s'en sert pour faire ses études sur les riches et les pauvres et l'inégalité des richesses, avec pas mal de commentaires d'ailleurs à faire sur le sujet, mais ce n'est pas le propos aujourd'hui. Non, vous l'avez dit, là on parle du Global Investment Return Yearbook, et ça nous dit tout simplement, vous l'avez bien dit, 15e édition pour ce guide qui fait autorité en matière de rendement historique à long terme, à très long terme. C'est publié par le Credit Suisse Research Institute avec la London Business School, c'est du sérieux. Et en fait, il couvre l'ensemble des catégories de placement dans 35 pays. Voilà. Depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 50 ans, depuis 1900, et voilà. donc 123 ans. Alors, ils n'ont pas des données sur tous les pays, mais voilà, il y en a quand même une grande catégorie sur lesquelles ils ont effectivement des données quasiment continues depuis 1900. Un beau track record, comme on dirait chez les gérants d'actifs. Exactement, 123 ans, donc une belle database, une belle base de données. On imagine que c'est dense, qu'il y a plein de pages à lire. Quelles sont les tendances fortes qui se dégagent de cette étude? Déjà, ceux qui n'ont pas envie de se taper des centaines de pages. Oui, alors on mettra le résumé en lien avec le replay de la vidéo, mais déjà une qui forcément va nous faire plaisir à Boursorama, et c'est toujours bien de remettre un petit peu de statistiques sur une perception, c'est que oui, les actions, sur le long terme, on a beau le rabâcher, mais là, il y a des chiffres qui le prouvent, elles enregistrent la meilleure performance au cours des 123 dernières années. Les actions mondiales, elles ont enregistré un rendement réel annualisé, donc réel corrigé de l'inflation, exprimé en dollars américains, c'est précis, de combien? 5% par an. 5%, rendement réel annualisé, 5% par an, contre 1,7% pour les obligations David, 0,4% pour les bons du Trésor. Elles ont surperformé les actions, les obligations et les bons du Trésor et l'inflation sur les 35 marchés sur lesquels on a des données. Donc finalement l'investissement en bourse, c'est pas faute de le répéter, c'est ce qui reste sur le très long terme le plus rentable. Quel est le marché boursier le plus performant? On veut savoir. Alors, à votre avis? Les Américains. Alors, moi j'aurais répondu la même chose, honnêtement, oui, mais non. Depuis 1900, c'est l'Australie, le marché le plus performant, et oui, avec un rendement réel annualisé de 6,43%, suivi de près par les États-Unis à 6,38% quand même. C'est quasiment pareil. Oui, mais ça n'empêche que c'est les Australiens les premiers. Et justement, on retrouve ce grand tableau récapitulatif, c'est page 16 de ce fameux rapport qu'on vous mettra en lien, où vous avez, pays par pays, les rendements annualisés, la meilleure année, la moins bonne année, et les pays les plus performants et les moins performants. Bon, et nous, les frogs, on fait quoi là-dedans? Alors, la France, le rendement réel annualisé ressort à 3,4%. Contre 6,38% pour les États-Unis, 6,43% pour l'Australie. C'est quand même 2 fois moins, quoi. Il faut regarder, justement, c'est pour ça que ce tableau est super intéressant, il faut rentrer dans les détails. On n'est pas si mauvais que ça. Alors certes, on va commencer par les mauvaises nouvelles, on est plutôt en dessous des marchés émergents, ils sont à 3,8%, en dessous de la moyenne européenne, qui est à 4,1%, et là vous allez me dire, où sont les bonnes nouvelles, et en dessous de la moyenne mondiale. Mais on est au-dessus de l'Allemagne, qui est à 3,1%, au-dessus de l'Italie, qui est à 2,1%, et l'Autriche, bonne dernière de la classe, à 0,9%. On va quand même rappeler, avant d'en tirer des conclusions un petit peu trop hâtives sur la performance des différents marchés, que le continent européen a été frappé directement par 2 guerres mondiales au cours de cette période. Ce qui a pu quand même nuire à la performance sur le long terme, contrairement à effectivement des marchés comme l'Australie, comme les États-Unis. Je crois que la Nouvelle-Zélande aussi s'en tire très bien. Il fallait aller résolument vers l'Asie. On peut quand même noter, plus près de nous, de cette vieille Europe, le Royaume-Uni, plus 5,3% rendement réel annualisé sur toute cette période de 123 ans. Bon, après ça c'est une moyenne annuelle, on se dit, mais est-ce qu'il n'y a pas des moments plus propices pour investir? Des momentum. Oui, là, pas non plus de grosses surprises, il fallait faire partie de la génération.
au moment où on parle des retraites, des boomers, oui, de ces générations d'après-guerre, qui a vu une forte croissance, fort développement des marchés, d'actions également. C'est la meilleure année pour le rendement réel des actions, c'est 1954. Et donc, en fait, la génération du baby boom, entre 43 et 60, elle a eu une performance annuelle des actions de près de 7%, quand on la compare à la moyenne historique, là aussi c'est plus de 2 fois mieux, alors que les 25-40, 25-40 ans, cette génération-là, elle tourne plutôt autour de 4%. On voit bien que les espérances de rendement, elles se sont un petit peu taries sur les années plus récentes. Bon, est-ce qu'on voit aussi dans cette étude ce qui se passe en termes de places boursières, l'évolution des places financières? Oui, ça c'est super intéressant. Effectivement, on revient à 1900. En 123 ans, David, les actions américaines, elles ont vu leur poids multiplié par 4. Elles sont maintenant 58% du total mondial, alors que dans le même temps, la France, si on parle d'elle, 3%, a vu la sienne divisée par 4. Ce qui explique aussi, là aussi, quand on a une vision parfois peut-être un peu plus distante de la bourse, que quand on vous parle des marchés européens, des marchés français, on vous parle aussi forcément des marchés américains, parce que ce sont eux qui donnent le là. On finit peut-être avec un enseignement un peu plus, parce que là c'est le rétroviseur, un peu plus prospectif. Oui, parce qu'ils se sont intéressés cette année plus particulièrement aux effets de l'inflation. Et les constats qu'ils dressent sont assez intéressants. J'en ai pris 3 qui me semblent vraiment intéressants et qui sont d'ailleurs peut-être parfois un petit peu à rebours à ce qu'on entend. Déjà, il vous explique, au cours des 123 dernières années, alors on va dire que les performances passées préjugent pas les performances futures, mais c'est quand même assez intéressant. L'inflation, vous explique-t-il, chez Crédit Suisse, a eu un impact négatif sur les obligations et les actions. Vous savez, on entend parfois que les actions, ça protège de l'inflation. On rempart les actions contre l'inflation, c'est pas le cas. En fait, c'est ce que nous dit Crédit Suisse, c'est que non, et que historiquement, les rendements des actions, deuxième constat, et les obligations ont été beaucoup plus faibles pendant les cycles de hausse de resserrement des taux que pendant les cycles d'assouplissement atténuation. Là, ça nous surprend un petit peu moins. Et il termine sur une conclusion, ça va peut-être faire écho avec ce que vous disiez avec Patrick Artus, assez pessimiste pourraient dire certains, ou peut-être assez réaliste, en disant, les investisseurs qui aujourd'hui s'inquiètent d'une possible stagflation, croissance économique plus faible, inflation élevée, ont raison de le faire, préoccupation justifiée. Pour le moment, on n'en voit pas tellement les effets, alors que le CAC 40 a battu un record historique hier, à plus de 7401 points, mais l'année n'est pas finie, loin de là. Voilà, donc comment il s'appelle cette étude, comment elle s'appelle? C'est alors attendez, je vous le retrouve précisément, Global Investment Returns Yearbook. Voilà, on retrouvera le lien évidemment dans la vidéo, pour ceux qui ont envie de se taper tout ça. Merci en tout cas. Bon, c'est très clair. Salut, merci David.